comme on avait connu, même si c'était un peu sauvage ces dernières années, il fallait un peu de réglementation de plus, c'est vrai, mais qu'on passe de capitalisme vers un concept presque de dirigisme, comme on voit en France, et ça, franchement, ça fait peur aux gens. Et c'est ça la réaction, la rébellion qu'on a. Je ne vais pas dire révolution, mais franchement, c'est une réaction assez forte. Moi, ce que je dirais, ce que vous allez voir, je pense, sur le système de santé, vous allez voir un effort, disons, commençant dans la Chambre des représentants, qui va voter d'abroger, d'éliminer, de supprimer complètement l'Obamacare. Ça va passer au Sénat, et ce sera intéressant de voir combien de sénateurs démocrates votent avec les républicains. Car il faut pas oublier, il y en a... Ah, je dirais, Joe, il y a 23 qui vont se présenter pour l'élection d'ici 2 ans. On verra ça, Joe. Là, je pense ça comme un pari. Hein. On mettait quelque chose sur... J'ai déjà perdu un iPad. Oui, je sais. T'es pas très fort sur le plan de gambling. Hein. J'en profiterai. On verra ça, mais au moins, ça passerait jamais au niveau d'Obama. Et dans ce cas, déjà, c'est pour ça que je suis sûr qu'il y aura des démocrates qui votent contre, qui savent déjà que ça ne peut pas passer le président. Et il n'y a pas suffisamment de votes des deux côtés pour dépasser le veto. Qu'est-ce qu'on va faire après? À mon avis, on va chercher d'éliminer quelques-uns des choses du côté démocrate, ils disent que ce sont des unforeseen consequences de cette loi. C'est-à-dire que pour chaque entreprise aux États-Unis qui dépense $600 avec une autre entreprise ou un fournisseur, il faut qu'il complète une forme ou remplir pour chaque dépense de moins de $600. Pour les petites entreprises, vous pouvez imaginer combien ça coûte si vous avez 200, 500 fournisseurs, que vous faites 1 000, 2 000, 3 000 $ avec chacun de ces fournisseurs. Maintenant, il faudra que tu remplisses le formulaire, vous envoyez à l'État, au gouvernement fédéral. Et c'est ça la seule reproche que vous voulez vraiment faire à cette réforme. Je suis d'accord qu'on abolit cette obligation de faire... Le président aussi, maintenant il comprend peut-être qu'il faudra qu'on change des choses. Il a dit l'autre jour, moi je suis ouvert à ce genre de choses. Je suis ouvert à un tas de choses, mais je ne vois pas. Je pense qu'on va être dans un vrai bagarre, dans le sens qu'on va essayer d'étrangler ce loi au niveau de funding, d'allocation de dépenses pour le faire. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas peanuts non plus, car on a parlé d'étrangler ce loi. La loi prévoit l'embauche de presque 16 000 agents pour le fisc, pour contrôler les Américains qui n'achètent pas. Oui, qui n'achètent pas. Ça, c'est un moyen de créer des boulots, j'imagine, mais ce n'est pas le moyen imaginé par la plupart des Américains, que le gouvernement continue d'exploser comme ça. Là, ce que je dirais, d'un autre côté, l'important de mon côté, c'est qu'on ne devient pas obsédé par ce système de santé. Car si nous, les républicains, devions complètement obsédés par ça, et on ne se focalise pas sur les questions de base, la reprise de notre économie, mise en place des conditions pour la reprise d'économie, et l'élimination des choses qu'on puisse faire aussi rapidement, qui bloquent. Car pour l'instant, c'est pas une manque d'argent dans le système aux États-Unis. Il y a entre 2 et 3 trillions de dollars qui restent à utiliser pour l'instant dans les trésors des grosses entreprises et les petites entreprises qui n'embauchent pas. Pourquoi? Ils ont peur de l'avenir. Ils ne savent pas ce que ça serait l'avenir des États-Unis avec ces questions d'Obamacare, avec ces questions de cap and trade, avec ces questions de syndicats qui sont favorisés par l'administration. Ils se posent des questions, ils n'embauchent pas. Mais si on se focalise trop sur la question de santé, on va tomber dans le même piège que les démocrates viennent de faire. Alors, alors justement, puisqu'on parle de cette to-do list qui va très vite arriver du côté des républicains et des démocrates en janvier pour le 112e congrès, cette fois-ci tu ne vas pas pouvoir éviter la question, Stu, parce qu'on a déjà fait des débats ensemble et avant les midterms on ne voulait pas y répondre. Cette fois-ci, ça y est, vous avez des alliés labellisés Tea Party qui sont à vos côtés au sein de la Chambre des représentants et au Sénat.
notamment 2 belles prises avec Rand Paul pour le Kentucky et avec Marco Rubio pour la Floride, donc c'est quand même assez significatif tout ça. Comment est-ce que vous allez réussir à vous mettre d'accord? Pour l'instant, ça ne pose pas de problème. J'imagine qu'il y aura plus de problèmes. Mais il y avait beaucoup de monde, il ne faut pas oublier, qui disait là, le Tea Party, il y a beaucoup d'énergie et tout ça, mais vous ne pouvez pas imaginer, pour gagner les républicains, on aurait besoin de ne pas de prendre aussi des indépendants aux États-Unis, qui c'est le groupe le plus large, le plus important, c'est les indépendants qui ont élu Barack Obama en 2008. En fait, ça a basculé complètement de notre côté. L'important pour cette élection, c'était qu'on votait ensemble. Le Tea Party était là, et beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Ça, franchement, c'est l'énergie qui a revitalisé notre parti, car on était mort il y a 2 ans. Faut le dire. Moi, j'aurais jamais imaginé d'être là ce soir en parlant d'une victoire comme l'autre soir. Mais pour l'avenir, on verra ça, et ça va commencer assez bientôt. Là, franchement, Rand Paul qui disent non, si, je peux parler de couper partout, je peux parler de réduire 5% à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous ferez pour la défense? Vous ne payerez pas les soldats? Non, mais je ne peux pas imaginer que... N'oubliez pas que Rand Paul, c'est un libertarien. Il ne croit pas aux guerres partout dans le monde. C'est un vrai conservateur de ce niveau-là. Un conservateur n'est pas quelqu'un, un néocon. C'est quelqu'un qui dit il faut conserver ce qu'on a et il faut agir seulement dans l'intérêt des États-Unis. Et il n'est pas même... Lui, je soutiens pas forcément son point de vue, mais lui, il ne supporte même pas la guerre en Afghanistan. Pour lui, c'est un gâchis. C'est quelque chose qui dit pourquoi on est là. C'est pas dans notre intérêt. Et là, si on ramenait des soldats, on pourrait faire des économies partout. 5% partout, on élimine 10% de l'effectif des États-Unis. Et c'est bête. On embauche les gens dans le secteur public à une vitesse hallucinante, pendant que le privé tombe dans la merde. Et franchement, c'est quelque chose que les gens ne supportent plus. Mais c'est vrai que ça va être vraiment difficile d'allier un point de vue comme, disons, les vieux mecs de Sénat qui aimeraient toujours avoir ce perk et ces earmarks et qui préparent déjà quelque chose pour le lame duck session qui va commencer, je pense, le 15, la semaine prochaine. De toute façon, je pense que c'est le 15. Et là, ça va être vraiment le galère s'ils essaient de faire quelque chose de business as usual avec ce nouveau groupe qui va arriver, mais qui ne sera pas là avant mi-janvier, il ne faut pas oublier. Là, on verra tout de suite comment ça va marcher. Alors du coup, comment est-ce que les démocrates, eux, voient cette entrée du Tea Party à Washington? Comment est-ce que vous allez essayer de gérer tout ça? Est-ce que finalement, c'est pas plutôt une chance? Non, c'est avec plaisir qu'on va arriver ici comme ça. Ils vont être extrêmement... Il y avait il y a eu une discussion cette semaine entre Senator McConnell, qui va sans doute être le leader des républicains au Sénat, et Rand Paul. Rand Paul qui dit on va couper le budget de 5% across the board, partout. Et tout ce que McConnell lui a dit, ça fait seulement de lui sourire en disant parce qu'il sait que c'est impossible. On ne peut pas couper le budget militaire, on ne peut pas couper le Medicare, qu'est-ce qu'ils vont couper? Et il sait que c'est difficile, mais Rand Paul, donc ça va être extrêmement difficile pour le Parti républicain de gérer leurs troupes, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants. Il y en a beaucoup plus qui rentrent dans la Chambre des représentants, où heureusement pour les républicains, les règles sont un peu plus strictes. Les règlements parlementaires dans les deux chambres ne sont pas les mêmes. Notamment, c'est pour ça que nous avons cette notion dans le Sénat de filibuster qui permet à chaque sénateur de bloquer la législation s'ils veulent, aussi longtemps qu'ils veulent. Donc, mais ça n'existe pas dans la Chambre des représentants, mais néanmoins, ils auront besoin d'obtenir les voix tout à fait à droite de leur parti pour faire adopter n'importe quoi. Et s'ils vont trop loin à droite, ils vont perdre les quelques centimes qui restent. Donc ça va être extrêmement difficile. C'est une situation presque démocrate ces 2 dernières années, oui, c'est ça. Nous sommes très habitués à ça. Nous savons gérer ce genre de situation. Vous ne la savez pas. Et au Sénat, ce sera encore pire, parce que Rand Paul, il pourrait, s'il voulait, il pourrait bloquer le Sénat pendant 2 ans. Nous avons dit, je vote non surtout. Qu'est-ce que c'était le slogan des Tea Parties?
c'est yes to no. Donc il pourrait vraiment tout bloquer s'il voulait. Et ce sera très marrant de voir. On peut imaginer une situation où les républicains sont obligés de voter avec les démocrates pour contourner le filibuster d'un sénateur du Tea Party. Terme opératif. On pourrait imaginer. On pourrait imaginer qu'ils avaient gagné l'élection aussi, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est là où, donc moi j'imagine que ça va être extrêmement difficile pour eux. Ça permettrait Obama, le président, de faire ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin de faire, c'est de gérer le gouvernement et de trouver les accords sur pour laquelle on peut trouver des accords. Et puis le reste, ce sera partie de la campagne de 2012. Parce qu'il ne se passera pas grand-chose au niveau de la législation pendant les 2 ans. Je ne suis pas convaincu, franchement. Je pense qu'on va avoir plus d'avance que ça. Obama, il risque de se mettre vraiment en difficulté car cette fois-ci, ça risque d'être les démocrates qui devient le parti de nous. Car il y aura des avances, des initiatives sortant de chambre de représentants. Pendant 2 ans, vous n'avez rien proposé, et dans la campagne, vous n'avez rien proposé, vous n'avez pas d'idée. Et vous allez vraiment dire que Barack Obama était spécifique sur ses plans s'il avait été très spécifique, il n'aurait jamais été élu. Hein. C'est clair, c'est net. On voit aujourd'hui que c'est pas du tout l'homme qui s'est présenté comme candidat Obama. C'est pas du tout. Peut-être pour la France, il ferait un grand président, mais aux États-Unis, il n'est pas dans le mainstream, pas du tout. Hein. Pourquoi on parle un peu de... Moi, j'en vois des titres de la presse occidentale, moi, je suis de l'Europe du Sud-Est. C'est à peu près comme ça. Je ne vois pas, c'est trop loin. Lisez. Est-ce que vous pouvez juste nous lire le titre, par exemple. Je n'ai pas entendu. Obama ne fait plus rouler l'Amérique. Ne fait plus rêver. Des titres comme ça. J'aimerais bien savoir, pourquoi on ne parle pas d'héritage qu'il a quand même, ce qu'il a fait après élection, parce qu'il avait un héritage lourd à gérer. Pourquoi on ne dit pas quand même, et j'aimerais bien savoir une chose qu'aucune presse n'avance pas, et quel est le pourcentage de vote par rapport à 2008? Bon, le pourcentage de vote était de 42% des électeurs plutôt. Vous parlez des gens qui votaient. Et dans les élections présidentielles, c'est tourné autour de 60%. Oh, c'est normal. Ça, cette année, c'était pas mal de monde quand même. Qui sont plus ou moins classiques dans les élections. Pour le présidentiel, il y avait en 2008 légèrement plus de gens que d'habitude, enfin 2-3% de plus, mais c'était quand même important. Et pour les midterms, ça tourne normalement entre 40 et 45, c'est dépend les années. Donc là, nous avons un résultat qui n'est pas au niveau de participation, qui n'est pas extrêmement différent de ce qu'on pourrait attendre. Donc pour les midterms qu'on a eu en 2006, en 2002, ou en 1998. C'est la vérité au niveau de chiffres bruts, mais c'est pas si vous plongez dedans. Et ensuite, vous pour voir qui a voté. Qui n'a pas voté cette fois-ci, qui a voté en 2008, c'était plutôt les jeunes qui ne sont pas arrivés, ce qui est normal aussi pour un médium, et ils votent très rarement, ils ont voté pour l'élection d'Obama. Mais plus que ça, même entre les jeunes qui ont voté, le pourcentage a basculé largement, pas en faveur, mais le pourcentage de vote a basculé en faveur des républicains. Les indépendants, ça a basculé complètement, ça a complètement l'inversé au niveau de vote en préférence. Quelque chose qui n'est jamais vu depuis le début des sondages spécifiques à ce niveau-là. C'est en fait les femmes blanches aux États-Unis ont voté massivement républicain cette fois-ci. Franchement, il y a quelque chose qui se passe que les démocrates ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas vraiment comprendre, car il y a un changement de structure, il n'y a plus la coalition qui a élu Barack Obama, n'existe plus. Et en 2008,